Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Ça se discute. Deux compères pour les échanges de ce soir. Louis Francis Attadé, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Julio Tometi. Bonsoir François Xavier, bonsoir téléspectateurs. Je n'avais pas fini de vous présenter. Analyste politique, juriste. Maintenant, c'est fait. Je sais qu'on est le 11 mai. J'espère que vous n'avez pas fait un détour avant d'arriver ici où la célébration n'a même pas encore commencé. Non, la célébration va démarrer tout à l'heure. Vous savez, je suis un ancien fédéré. Vous savez, là où le mouvement se fait voir le plus, ce jour spécial, c'est à l'université. Quand bien même ça a été un peu plus discipliné aujourd'hui que par le passé. Vous ne montrez aucun attribut de cette fête spéciale. Peut-être qu'il n'est pas Rastafari. On a appris aujourd'hui sur la toile, pas chacun à la voix, qu'on peut être Rasta et être chaud. Voilà, tout est possible. Tout est possible, d'accord. Alors, nous allons commencer par le sujet qui fait l'actualité. Disons, brosser rapidement ce qui a quelque peu fuité du côté de la Cour constitutionnelle. La question, c'est est-ce que le vent serait-il en train de tourner en faveur du ministre Roumain, puisque de toutes les interprétations qu'on a eues jusqu'ici, c'était un non. Le non serait-il en train de vriller vers le oui? Oui, mais vous savez évidemment que c'est une situation assez délicate parce qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle, qui est le juge suprême en cette matière, qui peut trancher. Au-delà des débats que nous ferons, au débat de toutes les positions que nous prendrons, il n'y a que le juge souverain, le juge constitutionnel, pour nous situer. Et je crois qu'au cours des débats, au cours de l'audience, après avoir écouté, c'est que le rapporteur a présenté un rapport qui est favorable à ce que Roumain retrouve son siège. Et reste à ce que le président de la Cour constitutionnelle et les autres membres se réunissent pour prendre la décision. Est-ce que la décision finale va confirmer la tendance que nous sommes en train de lire, ou bien est-ce que, la Cour va donner une autre directive? Il reste peut-être à patienter, même si, a priori, on est tenté de dire, et certaines presses déjà dit que Roumain reprend sa place au Parlement. De toute façon, vous savez que la Cour constitutionnelle, dans l'architecture des institutions, est le seul juge, et ses décisions sont sans recours. Vous savez que vous et moi nous pouvons lire la Constitution, mais nous ne sommes pas habilités à comprendre les non-dits des textes, mais aussi ce que je pourrais appeler les jurisprudences, qui sont en fait souvent mieux interprétées par les juges constitutionnels. Donc je constate que c'est probablement une situation qui va arranger Roumain, à condition que les 6 sages, ils étaient 7. Il n'y a que un qui avait démissionné, mais on n'a pas pourvu à son remplacement. Donc si les 6 arrivaient à valider, ça veut dire que Roumain peut se frotter les mains de pouvoir retrouver son fauteuil. On n'a rien contre. En fait, nous sommes un pays légaliste. La démocratie exige que nous respectons les textes que nous sommes donnés. Si c'est cela, la direction qu'il faut suivre, écoutez, nous sommes citoyens, nous nous soumettons à la décision de la Cour constitutionnelle. C'est notre métier. Quoi? C'est la même question. Vous vous souviendrez, je fais un témoignage à Francis Attadé qui m'a demandé sur ce même plateau de ne pas être aussi péremptoire en fait dans les positions que nous donnions par rapport à la situation lorsqu'elle s'était avérée. Et il se fait qu'il est en train d'avoir raison parce que nous n'avons pas en fait les yeux ou la compréhension du sage. Et à partir du moment où le sage parle, c'est vrai, les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours, mais pas insusceptibles de commentaires. Nous allons continuer en fait pas commenter, pas polémiquer autour. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que comme François Attali le disait, moi en tant que juriste quelque peu spécialiste de la démocratie et des droits de l'homme, attendons de voir les motifs ou les arguments de la Cour constitutionnelle
pour véritablement apprécier. Sinon, de notre point de vue, comme nous l'avions déjà exprimé, le ministre Romain avait très peu de chances de devoir reprendre son siège. Mais bon, les arguments de la Cour surpassent tout autre argument. Donc, attendons de voir, comme nous sommes en train de le dire, si la Cour va créer en fait une nouvelle jurisprudence. En fait, la Cour ne va pas convoquer une jurisprudence. La Cour aura créé en fait une nouvelle jurisprudence dans l'interprétation qu'il donnera de l'article 92 de la Constitution et des autres dispositions du Code électoral. Donc, attendons simplement de voir le contenu pour pouvoir mieux apprécier. Maintenant, si on laisse cet aspect-là, du point de vue politique, je pense que ça va continuer de laisser de ce qu'est le républicain avec tout ce qu'il est en train de subir, tout ce que ce parti a subi depuis les élections législatives, avec surtout la dernière actualité de Rachid Padomassi qui a fait soulever presque tous les ténors du parti. Et ce qui est en train d'arriver, c'est à croire que véritablement au sein du parti, il y a véritablement une certaine dissension. Donc je me dis, est-ce que c'est un problème de management ou bien est-ce que les uns et les autres ne se sont pas véritablement appropriés en fait les tests de la République? Mais fondamentalement, il y a de retenir que le parti a des soucis à se faire parce que les séquelles, quelle que soit en fait la décision qui sortira de la Cour constitutionnelle, les séquelles reviendront au parti politique bloc républicain. Voilà, en parlant de politique, si on suppose que la Cour constitutionnelle irait dans le sens du rapporteur, ce qui arrive généralement, en temps de griffe, il y a des exceptions, mais bon, oui, généralement... Bon, en fait, ce qu'il faut dire, oui. Le rapport du rapporteur, c'est un peu comme dans la juridiction pénale, en fait, les réquisitions en fait, du procureur. Oui. Le juge peut aller dans le sens comme dans un autre. Il peut même aller dans le sens contraire, même davantage. Oui. Mais généralement, la pratique au niveau de la Cour constitutionnelle, la plupart du temps, en fait, pour ce qui nous concerne, les décisions vont généralement dans le même sens que le rapport. Voilà. Pour compléter ma question, c'est que cela équivaudrait ni plus ni moins à désavouer le président de l'Assemblée nationale, à désavouer, bon, on va dire officiellement, puisqu'il y a eu un courrier de sa part, et de façon, on va dire, non officielle, quand même, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Non, c'est pas un désaveu, comme nous l'avons tous fait. Le président de l'Assemblée nationale ayant été saisi par le ministre Romain a pris une position au regard de son interprétation. Oui, d'accord, entre lui et nous, vous conviendrez quand même qu'il y a beaucoup de classes d'écart. Lui dirige l'institution. Non, le président de la commission des lois également. Justement. C'est pourquoi seule la Cour constitutionnelle est juge et interprète de la loi. Donc c'est pourquoi on a érigé en fait un juge constitutionnel qui donne en fait l'orientation ou bien le sens de la loi. Donc toute autre personne, d'une certaine façon, peut être en but d'une certaine façon à un certain nombre de déficits de clairvoyance d'une certaine façon. Donc du point de vue formel, le président de l'Assemblée, et c'est pourquoi nous disons en fait il faut fondamentalement attendre en fait de lire les arguments de la Cour constitutionnelle, parce que vous l'auriez su d'une certaine façon. C'est vrai, le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un érudit du droit, mais il est quand même entouré d'un conseil de tout. Mais vous verrez en fait dans l'opinion générale l'orientation, même des personnes qui ne sont pas politiques, qui sont purement techniques, vous allez voir quelle a été l'orientation générale. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas, spécialistes que nous sommes, nous n'avons pas les yeux et la clairvoyance de la Cour constitutionnelle, donc la Cour constitutionnelle, les seuls juges, ça dépendra. Et en allant un peu dans le contenu, c'est pourquoi je fais l'analyse en me remettant un peu en cause pour dire, les gens se sont interrogés par exemple pour dire, donc si c'est ainsi, par exemple, le professeur Diagono pourrait revenir, s'il en faisait la demande. Mais l'argument est non, parce que, en fait, le ministre Romain avait renoncé à son mandat pour
un objet beaucoup plus républicain pour en fait son poste ministériel. Donc c'est comment dire, il était au service de la nation. Donc c'est oui, pourquoi. mais donc vous direz que cette position a été antérieure. Il y a pas, c'est pas comme si. Oui, donc en fait c'est la Cour constitutionnelle qui va citer. Voilà. Donc je suis en train de juste en fait montrer en fait le paradigme en fait pour dire que comparaison n'est pas raison. Sauf que les positions ne sont pas les mêmes. Donc là, à quel moment c'est intervenu, ça aujourd'hui c'est plus le problème, mais de voir en fait quelles sont les différentes positions. J'ai pris l'exemple de professeur Joboni par exemple, qui n'était pas en fait dans une fonction ministérielle, n'avait aucune charge publique d'une certaine façon, dirigeant de parti politique, il a renoncé à son mandat. On peut supposer que c'est définitif. L'autre, pourquoi a-t-il renoncé à son mandat? Parce qu'ayant été dans une fonction ministérielle. Donc il a renoncé au mandat parlementaire parce qu'il aimait. À quel moment l'a-t-il renoncé? Quelle est la forme de renonciation ou bien de suspension? J'avais posé cette problématique là au départ de ce que la Cour nous situerait par rapport à l'effet suspensif et ce qui est temporaire, ce qui est définitif. Donc, nous attendons toujours, ça va enrichir davantage en fait l'actualité juridique constitutionnelle par rapport à cette notion. Ça nous aurait même fait évoluer dans quelque sorte dans la réflexion, parce que des fois en droit, ce que l'on pense comme être l'évidence n'en est pas du tout. Quitte à ce que en fait des arguments contraires viennent nous orienter ou nous situer davantage. Voilà, vous l'avez rappelé, il faut prendre les précautions d'usage. Effectivement, à l'heure où on parle, on n'en sait rien de la décision que la Cour constitutionnelle prendra, ni des motifs qui sous-tendront cette décision. Je ai aussi précisé que ce soit pour Romain ou Yaweli, où ce n'est pas qu'on prend parti, on analyse non, juste. Pas du tout. Voilà. Est-ce qu'on peut, en tout cas dans ce type de dossier, est-ce qu'on peut dire que là, il y a quand même un peu de politique aussi qui se joue? Non, pas forcément, parce que vous savez évidemment que dans le cadre de la gestion des différends, en fait, du contentieux, le juge constitutionnel, en fait, c'est lui seul qui arrive à interpréter les tests et les silences, en fait. Ils ne sont pas imperméables au bruissement politique non plus. Non, mais ce qui est sûr, il y a des informations, il y a forcément un contexte qui doit expliquer la décision de la Cour. Il y a les motifs, en fait, il faut voir l'exposé des motifs qui ont conduit à cette décision. Je crois que la Cour constitutionnelle, certainement, a pris acte de la requête qui a été introduite par le ministre Romain, mais aussi de la lettre du président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'à l'examen des deux documents, couplé avec l'expérience en fait, des différents sages, a estimé que en fait, la Cour n'a pas encore donné, mais la Cour va devoir se prononcer. Vous savez que en fait, j'ai dit que dans le dispositif institutionnel du Bénin, la Cour, c'est le dernier recours. Oui. Même si les décisions sont susceptibles de commentaires, mais elles sont sans recours. Elles sont sans recours. Alors, et vous avez constaté, j'ai dit ici, à l'occasion, au moment où Julio faisait les déclarations, j'ai dit de faire attention, parce qu'il faut qu'il porte des gants, parce qu'il ne faut pas être péremptoire par rapport vis-à-vis de la Cour. On a vu par le passé... C'est la voie de la sagesse. Ah, mais oui, on a vu par le passé, en fait, la Cour des miracles, en 2015. J'étais parti d'un groupe politique, d'une plateforme, où on a contesté un certain nombre de choses. Et par la suite, on a vu que la Cour a rendu une décision qui était pas celle attendue. Bon, c'est des sages, certainement, des outils d'analyse que nous n'avions pas. C'est dans cela que j'ai dit qu'il faut être prudent lorsqu'on aborde les questions qui touchent en fait au test constitutionnel, au code électoral. Et dans l'interprétation, on se rend compte que la plupart des citoyens en général et les acteurs politiques agissent en méconnaissance même du code électoral et des tests qui régissent en fait la vie des institutions, même le scrutin et autres. Donc il est arrivé plusieurs fois que à la lecture des décisions rendues, on a compris que en fait, c'est en méconnaissance des tests. Or, ici, il y a le code, il y a la Constitution, couplée avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que la lecture croisée de ces documents permettrait au juge constitutionnel de mieux se prononcer. Si la débat n'est pas extraordinaire, que la Cour n'allait pas dans le même sens que le rapporteur, ce serait une première. Cette Cour est installée, on a vu. Vous avez constaté avec moi qu'en 2019, nous avions fait une élection des députés où, dans au moins 39, je crois, arrondissements sur les 546, et il n'y a pas eu vote. La Cour a constaté les actes
attentatoire en fait au bon déroulement du scrutin, a estimé que ce n'était pas si grave que ça et que ça ne portait pas atteinte en fait à la validité du scrutin, à la transparence du scrutin, à la sincérité du scrutin. Et pour cela, bon, la Cour est allée confirmer les résultats que vous et moi avions eus. Donc dans ces conditions, il ne faut pas avoir une lecture profane des décisions de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'on a beau être juge, et je veux dire à Julio de ne pas sous-estimer aussi le degré de juridicité des citoyens béninois, parce que de plus en plus, les gens lisent les textes, ils lisent le code, ils ont leur interprétation du code, mais ils ont confiance en fait au juge constitutionnel. Et si Romain a recouru à introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle, c'est certainement parce qu'il a l'assurance qu'il y a certainement une mauvaise interprétation de sa lettre au niveau du Parlement. Bon, au-delà de tout, c'est qu'il faut comprendre la hauteur. Voilà. Le parti BR est assez secoué. Il y a un peu comme un séisme, des secousses, non pas comme les turbulences qu'on a dans l'avion, mais des secousses... Bon, sur ce point, si on n'exagère pas un peu, oui. Bon, non, on n'exagère pas, mais... Ce serait peut-être des turbulences, mais pas mais des... Écoutez, il y a encore quelques jours, j'ai appris que le chef de l'État a eu un entretien avec les deux protagonistes dans la recherche des solutions. Bon, je crois que rien n'a filtré. Certainement que le pourparlers va se poursuivre. Ceci étant, c'est que... Entre quel protagoniste et quel protagoniste? Entre Mme Rassidi et Abel Tchadé. Ok. Samedi dernier. C'est un autre niveau. Bon, donc, les pourparlers continuent. J'espère bien qu'ils vont finir par s'entendre. Puisque, en fait, le père aujourd'hui des deux partis siamois, c'est bien le chef de l'État. C'est lui qui a voulu que ces partis existent et l'accompagne dans le cadre des réformes pour pouvoir mieux l'aider à conduire pacifiquement, harmonieusement et méthodiquement ces différents programmes d'action conçus pour révéler le Bénin, non seulement aux Béninois, mais aussi au monde entier. J'espère bien que les partis sont en train d'accomplir... On peut supposer, si, comme vous le dites, si je prends... je suis ce que vous dites, on peut supposer que les chefs de la majorité aussi sont intervenus dans ce... entre Romain et Yawedéou pour leur faire entendre raison. Ce n'est pas exclu, parce que vous savez évidemment qu'il y a une longue expérience d'amitié entre le ministre Romain et le président de la République. Ce n'est pas exclu. Et je me demande si Romain a eu l'audace de poursuivre, parce qu'en fait, il aurait pu arrêter le processus après la lettre du président de l'Assemblée nationale qui le désavouait. Maintenant, s'il a choisi de recourir au juge constitutionnel, c'est tellement que bon, il a dû échanger avec non seulement le bureau du parti, mais certainement avec le chef de l'État qui, je ne soupçonne pas forcément le bras invisible du chef de l'État, mais non, en tant que, ce serait préjudiciable, hein. En tant que, mais écoutez, il est après tout le parrain. C'est comme si, comment dire, il a recouru d'abord en fait à l'avis du chef de l'État. Il y a les assurances du chef de l'État avant de saisir la Cour constitutionnelle. Non, ne faites pas dire ce que je oui, je vous dis, moi je vous dis les démarches politiques qui se mènent en fait. C'est en fait le couloir politique. Vous comprenez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire des déclarations péremptoires, mais je vous dis en fait pour l'expérience que j'ai de la politique, c'est qu'on n'attaque pas devant un juge constitutionnel un président de l'Assemblée nationale qui du reste est de la mouvance présidentielle. Oui, justement. Ça veut dire qu'il il attaque un acte. C'est oui, différent, mais bon. différent. Oh, mais c'est politiquement, ça devient la même chose. C'est la même famille politique. Hein? Politiquement, ça devient la même chose. Justement, je posais la question à Julio. Si, disons, la Cour suit le rapporteur dans ses réquisitions, même si on n'est pas dans ses réquisitions, en tout cas, dans son rapport, ce serait un désaveu pour le président de l'Assemblée nationale, même si chacun est dans son rôle. Politiquement, à ce niveau, c'est pas anodin. Non, je ne l'interprète pas comme un désaveu du président de l'Assemblée nationale. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que le président de l'Assemblée nationale a désavoué Romain. Si ça se retourne dans le cas contraire, c'est que... Ah, mais ce serait le jeu démocratique, ce serait un gain. Oui, on est d'accord là-dessus. Ce serait un gain pour la démocratie. Politiquement, c'est... Non, mais c'est la vie des institutions. Ouais. Vous savez qu'au terme de l'article 115 de la Constitution, c'est en fait la Cour constitutionnelle qui est
régulatrice. Oui, justement, je ne mets pas le débat sur oui. ce volet-là entre Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, parce que politiquement... Non, je sais là où vous m'amenez. La réponse... Non, je vous amène pas. Je ne parle pas de désaveu. Ce que je sais, si la Cour en venait à aller dans le sens du rapporteur, donc en réhabilitant le ministre Roumain, qui va désormais retrouver peut-être son poste au Parlement, ben ce serait le jeu démocratique, ce serait l'interprétation d'un acte par la Cour constitutionnelle, et ce serait une dynamique démocratique qui est en cours, qui est à saluer. Donc je ne veux pas peut-être lire les désaveux de tel ou tel acteur dans le jeu, mais c'est l'arbitrage de la Cour constitutionnelle qui remet en scène en fait un acteur ou qui désavoue un acteur. Donc c'est la Cour en fait qu'il faut prendre. Ce n'est plus les autres acteurs, les personnes. Oui. Donc la Cour constitutionnelle joue pleinement son rôle de soupape de sécurité pour éviter les dérives éventuelles. Oui. Vous vouliez intervenir? Oui, c'est pour dire d'abord, dans la forme, la Cour constitutionnelle peut avoir raison comme et puis ne pas avoir raison. Oui, mais bon, de toute façon, dans la forme, elle a toujours raison. Selon les théories. Donc, dans la forme, la vérité de la Cour constitutionnelle reste la vérité absolue jusqu'à ce qu'une autre jurisprudence apparaisse. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Maintenant, politiquement, ça, comment dire, me revient à l'esprit cette anecdote-là. Enfant, souvent, où on dit, bon, voilà, un vieillard qui aurait un filou, d'accord, qui aurait dérobé un bien au marché. Dites-le enfant, parce que là, votre interprétation. Non, qui aurait dérobé un bien, un truc là, qui a mis ça dans sa coche. Donc les enfants le poursuivaient pour dire au voleur. Il trouve au passage un autre vieux, un peu plus vieux que lui. Et il s'approche de lui pour dire, il ouvre le sac, il dit de regarder avec les yeux d'un sage, d'un vieux, pour voir si véritablement ce dont les enfants parlent là, c'est dedans. Le vieux a regardé le dedans et dit non, il n'y a rien dans le sac. Et il a continué son chemin. Donc, je voulais le rapporter un peu au plan politique pour dire en fait, comme nous avons l'habitude de le faire, ça ne peut pas manquer en fait de susciter un certain nombre de suspicions. Et c'est à bon droit en fait. D'acquaintance de la Cour constitutionnelle avec peut-être certains organes ou bien certaines personnes. Ça ne manque jamais dans la démocratie. C'est pourquoi nous le disons toujours, aucune démocratie ou bien aucune disposition institutionnelle n'est sans reproche. Donc ces choses-là peuvent arriver. Et c'est pourquoi je prenais tout à l'heure le mot M. Attadé, pour demander si éventuellement Romain aurait eu un certain nombre d'assurances avant de saisir la Cour constitutionnelle, parce qu'en fait ça étonnait même plus d'un à ça quand il a saisi la Cour constitutionnelle, parce que en fait quand vous lisez dans l'opinion, tout portait à croire que véritablement en fait si en mathématiques comme on le dit, la probabilité que que la Cour constitutionnelle donne droit à sa requête était assez très faible. Mais quand même, il a osé. De toute façon, que le président de l'Assemblée ait répondu favorablement ou défavorablement, le président de l'Assemblée est toujours au milieu de cette guerre dans laquelle lui-même n'a aucun intérêt. Parce que même si la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée a cédé à la première requête de Romain, c'est bien sûr, il y a qui certainement saisirait la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que dans l'un ou l'autre des cas, la Cour constitutionnelle finirait par être saisie, d'accord, pour donner l'orientation qui sied à cette nouvelle disposition qui est à sa première phase d'expérimentation. C'est la première fois où on a ouvert la brèche, en fait, d'une certaine façon, pour que ceux qui ont démissionné de leur, ou bien ceux qui appelaient à des fonctions républicaines ont cédé, en fait, leur fauteuil parlementaire. Donc, c'est une première. Et donc, il était quand même important que véritablement ça fasse l'objet du débat. Donc, je dis, ici, c'est au-delà de politique, c'est véritablement un cas d'école. C'est pourquoi nous disons que, en fait, nos tests sur, en fait, une certaine dynamique qui met un peu tous les acteurs au travail. En fait, il n'y a pas ce test-là de loi qui soit aussi limpide, aussi clair, ou bien même à des moments donnés, là où vous pensez que c'est le plus clair que possible, ça cache forcément une certaine subtilité que seule la Cour constitutionnelle peut donner sa vérité. Et quoi que nous disons, sa vérité
reste la vérité jusqu'à ce qu'une autre décision contraire n'intervienne. Donc, du point de vue juridique que du point de vue politique, nous n'avons qu'à croiser les bras et voir l'orientation qui sera donnée à cette affaire et voir éventuellement, comme nous le disions, les impacts que ça pourrait avoir sur en fait, le parti Bloc républicain. Moi, j'ai une autre lecture, en fait, du point de vue politique. Parce que les deux acteurs concernés par cette affaire sont tous de la 24e circonscription électorale. Et curieusement, ce sont deux frères du pays agolais. Vous connaissez bien Janvier Yahweh, vous connaissez Romain. Vous pouvez en être autrement. Bon, alors, après tout, ils sont des frères. Et, en fait, un titulaire et puis un suppléant. Bon, politiquement, tous la même famille. Politbière. Bon, je me dis que, est-ce que Romain, qui a passé 7 années dans les fauteuils, certains appellent ça l'ambre doré, parce que je sais que le ministère des Transports, ce n'est pas comme les autres ministères chargés de l'industrie et du commerce. Il y a certains ministères, certains mastodontes, infrastructure et transport. Vous savez, route, port, aéroport, ligne de chemin de fer et tout ça, donc ce n'est pas un petit ministère. 7 ans. Bon, même s'il y a eu une rupture, il y a quand même eu une remise en scène. Donc, 7 ans, et puis bon, toujours dans la suppléance au Parlement, est-ce que politiquement, je dis politiquement, je ne suis pas en train de juger en fait une décision de la Cour constitutionnelle. Là, il y a deux lectures. La lecture politique, c'est que ça ne va pas entamer les relations entre les deux acteurs. Et ça ne va pas nuire aussi à l'image du Bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Ce sont des réflexions que nous pourrions mener. Et cela appelle l'arbitrage forcément du secrétaire général national du Bloc républicain. Bon, et au-delà, peut-être il faut recourir à l'arbitrage du parrain. Oui, bon, si arbitrage il y a, on a dit qu'on a passé le cut, puisque si Romain a dû recourir à la Cour constitutionnelle, c'est qu'on n'est plus allé. Non, mais c'est pas fini, il faut faire des projections sur 2026. Ouais. Parce que c'est vrai que la Cour va rendre une décision, mais est-ce que ça ne va pas envenimer la relation au point de créer des préjudices, par exemple, au parti, au bloc de la majorité, à l'occasion des élections qui s'annoncent pour 2026, les élections générales. Parce qu'on a 3 élections en une année. Oui. Donc il y a cette grosse question, qu'on le veuille ou non. On a souvent tendance à croire que c'est le titulaire en fait qui draine. Mais on oublie que parfois c'est à cause du suppléant qu'on fait monter le titulaire. Mais les débats qui ont été faits, parce que quand Abdoulaye Bior-Gounou était là-bas, parce que c'est lui qui a piloté pratiquement cette réforme-là, où il faut dire suppléance et reprise de fauteuil. Et il y a des aspects qui leur ont échappé eux-mêmes. C'est maintenant que le premier cas se pose, le contentieux est né, et il faut tester les tests pour voir à peu près jusqu'à quel niveau on peut réussir à régler ce contentieux, pour voir si les tests tels qu'adoptés peuvent rester dans la durée. C'est un exercice pratique qui sont en train de faire, un exercice de droit aussi. Ils n'ont peut-être pas vu tous les aspects politiques et tout ce que ça peut porter comme préjudice. Vous parlez des répercussions sur le terrain. Ah oui, c'est ça surtout. Maintenant, quant à la décision de la Cour constitutionnelle, la lecture, elle est là. On va en faire tous les commentaires qu'on veut, mais on ne pourra pas changer. Si la Cour en arrivait à donner ça à DCC, tout le monde va se soumettre. Bon, c'est vrai que la Cour constitutionnelle a donné une décision récemment et a instruit l'Assemblée nationale au fin de reprendre les élections au niveau des commissions techniques du Parlement, mais il n'y a pas eu boycott. Les démocrates ont encore boycotté à nouveau, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, en fait, les postes de secrétaire. Bon, je crois que finalement, on a dit qu'on peut fonctionner sans le poste de secrétaire, parce que ça ne bloque pas le fonctionnement du Parlement. Et puis, si, par extraordinaire, ils en venaient au bon sentiment et qu'ils veulent encore occuper ces postes, ils pourront renouer avec les bonnes pratiques démocratiques. Voilà, il faut que la Cour fasse aussi un suivi des décisions qui sont rendues. C'est important. Sinon, finalement, c'est qu'on va dire, mais pourquoi on a rendu telle décision? Puisque quand on a recouru à la Cour a rendu une décision, il faut que la décision soit mise en œuvre. Puis la Cour a dit qu'il faut reprendre, en ne touchant pas... Les élections ont été reprises. Si. La Cour rend sa décision, l'exécution de la décision n'est plus du ressort de la Cour constitutionnelle. Bon, donc 2 boycotts, mais finalement, c'est que cette décision est rendue, mais elle n'est pas rendue dans sa plénitude, dans l'exécution, dans la forme qu'on aurait souhaité. On souhaitait avoir des organes techniques avec tous les membres pourvus, avec tous les postes pourvus. Donc, l'absence des démocrates, par exemple, au niveau des postes qu'ils ont rejetés, après les différents postes de secrétaire, là, bon, c'est pas toujours bien.
Parce que c'est eux qui ont recouru à la Cour, et s'ils boycottent encore, ce n'est pas agréable. Voilà. On en fera peut-être un autre commentaire. Voilà. On attendra que la Cour constitutionnelle... Oui, je veux dire deux choses. D'abord, du point de vue des lois et politiquement. Du point de vue des lois, avec ce qui se passe, ça se confirmait, je dirais que les parlementaires ont manqué quelque peu à leur devoir en ce qui concerne le contrôle a priori. Contrôle a priori qui suppose le contrôle, d'accord, avant que la loi ne soit promulguée et publiée au journal officiel. Parce que en fait, cette question ne serait pas sans incidence en fait sur les positionnements pour les législatives. C'est-à-dire quoi, si les gens savaient que c'est dans telle interprétation que la loi devrait aller, ils n'auraient pas accepté un certain nombre de positions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous, ça conforte en fait davantage, ça met dans une position très confortable tous les ministres qui ont été aux élections législatives et qui ont conservé aujourd'hui leur poste de ministre. Et ça laisse dans l'incertitude, en fait, les suppléants en question. Je pense que fondamentalement, il y a un problème qu'on aurait pu régler à la base. On aurait pu demander. Peut-être que ça nous a tous échappé parce qu'on était sûr que certainement c'est cette interprétation qu'on peut donner en fait à ces dispositions qui a ouvert en fait la question de suppléance suspendue et rouvert. Donc je pense que les parlementaires auraient gagné à véritablement, bon, peut-être les conditions dans lesquelles ces lois ont été prises aussi. Véritablement, nous sommes en train de voir les conséquences, quand bien même on a vu les mérites en fait de la loi. Lorsque la loi a manqué suffisamment de discussion, d'accord, préliminaire, ça ne peut que donner ce que nous avons là. Et ça préjudicie beaucoup à l'intérêt d'un certain nombre de personnes, comme je viens de le dire. Ça conforte les ministres qui ont renoncé ou bien qui ont démissionné, et ça met dans l'incertitude totale. En même temps qu'on est suppléant, c'est accepter une part d'incertitude. À partir du moment où on va parler peut-être de remaniement maintenant, imaginez un peu en fait ce que pourraient ressentir en fait les suppléants. On va se demander, bon, est-ce que comment dire, je ne cesserai pas d'être député dans les jours à venir. Donc je suggère que véritablement en fait l'actualité juridique, en fait notamment des lois, les initiatives de loi, le vote de la loi, comme nous l'avons eu par le passé. Les débats préalables, c'est extrêmement important. Là, tous les cas de figure sont envisagés. Ça a fait l'objet de débat et on sait véritablement là où l'on va. Voilà, vous voulez politiquement... Je veux dire à Julio qu'on peut tout faire. Il y a toujours des failles parce qu'on ne peut pas tout voir non plus. Et il faut toujours laisser une place à la jurisprudence, la Cour constitutionnelle. Sinon, la Cour n'aurait pas de sens aussi. Voilà. Mais en parlant de positionnement, on va finir là-dessus. C'est vrai que certains tickets étonnaient. C'est vrai qu'il y avait des où, eu égard à son expérience en position de suppléance. Parce que le monsieur était sûr. Oui. Le monsieur était sûr que les Romains seraient conservés. Parce qu'on sait tous que le président Patrice Talon n'est pas friand en fait des remaniements. Donc il est sûr que les Romains resteraient à son poste, ou bien même changement de poste, mais resteraient au gouvernement jusqu'à la fin. Ou bien même dans le cas extrême, s'il était débarqué, que lui, parce qu'il aurait renoncé au départ, lui, il aurait la chance de finir les 3 ans de mandature. Mais voilà que, comment dire, c'est carrément le contraire qui se passe. Les cartes n'ont pas été jouées comme ils se l'attendaient. Et ça doit être le cas de beaucoup d'autres qui ont accepté des positionnements parce que ayant la confiance de ce que leur titulaire ne reviendrait pas demander ou solliciter leur mandat. Voilà. Je voulais dire en fait à Julio de ne pas trop se plaindre de ce que les Romains pourraient renouer avec le Parlement. Si c'est le cas, tant mieux. Mais écoutez, le chef de l'État sans toute compétence. C'est lui qui sait où est-ce qu'il faut redéployer, peut-être Jean-Louis Yaouedéou. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que le chef de l'État, c'est un grand manager et il ne lâche pas ses amis, il ne lâche pas ceux qui ont travaillé avec lui.
aussi facile. Donc ce sera une guerre de poste ou une redistribution de poste, c'est ça. Mais il y a des nominations, il peut être déployé à des chancelleries ou à d'autres fonctions. Donc il y a suffisamment de fonctions, suffisamment de postes. Oui, il n'y a pas que le Parlement. C'est une distribution de postes. Donc c'est comme s'il y a des gens à qui le repos est interdit, ils doivent être toujours à l'œuvre à l'œuvre républicaine. Quand même. C'est un sacerdoce. Ah oui, prenons-le ainsi. Voilà. On va finir sur une note légère. Aujourd'hui, 11 mai, on célèbre Bob Marley. Voilà, la question, pour ne pas tomber dans l'habitude, puisque on a dans l'inconscient collectif, on sait ce à quoi renvoie cette date particulière. Aujourd'hui, on sait, en écoutant, en revenant un peu sur la discographie de cette étoile filante, parce qu'il est mort assez jeune. Est-ce que le message est toujours d'actualité? Parce que, quand je le disais, quand on replonge quelque peu dans sa discographie, ce sont des textes empreints de panafricanisme, d'humanisme, de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, avec le recul en tout cas de plusieurs décennies, est-ce que ce message est toujours actuel? Je dis ce message est toujours actuel, même si ce n'est plus perçu dans le même sens, même si le combat n'a pas continué, ou même si ça a été peut-être dévoyé pour être résolu à une portion incongrue qui ne devait pas l'être. Parce que Bob Marley, c'est quand même 300 millions de disques. 300 millions de disques. Et Bob Marley a toujours, lutté. Sa musique est une sorte de révolution. Il disait que le bon Dieu est noir, d'une certaine façon. C'est la lutte pour la liberté, la lutte pour les classes sociales. Il a quand même en fait régenté ce que nous disions actuellement, les questions de liberté, les questions de panafricanisme. Il get up, levez-vous d'une certaine façon, allez revendiquer vos droits, mais dans cette revendication, il a toujours prôné la paix parce que pour lui, c'est une révolution beaucoup plus spirituelle que militaire. Donc, c'est de trouver les formes pacifiques d'expression pour quand même, nous libérer un peu des jours de l'establishment dans lequel nous étions. Donc, je pense mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est quand on pense à Bob Marley, on pense, comme vous le disiez tantôt, au Rasta, on pense à la fumée et tout ça. Et le message essentiel même... Pas la fumée, la fumette. le message essentiel même que véhiculait Bob Marley a été complètement dénaturé, ou bien je me demande si dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que ça n'aurait pas disparu complètement pour ne laisser que voir le physique d'une certaine façon. C'est une question. Donc, je crois que ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut revisiter l'œuvre de ce chanteur très atypique, mais qui porte un idéal, l'unité de l'Afrique, mais aussi la vraie indépendance. Alors l'unité de l'Afrique reste encore et demeure une quête. Nous continuons à œuvrer pour ça. Est-ce que le voisinage aujourd'hui est réglé? Est-ce que nous sommes dans la dynamique d'un bon voisinage? En fait, voisinage, pas forcément vous et votre colocataire. Non, je parle évidemment des pays. Vous voyez les divisions, les foyers de tension, tout ce qui se passe, tout ce qui se joue par exemple au Rwanda, tout ce qui se joue en RDC, au Soudan et ailleurs, au Mali, au Burkina. Comment est-ce que nous gérons même en Jamaïque. Mais oui, mais voilà. C'est déjà une grosse question. La seconde question, c'est le panafricanisme. L'Union africaine, l'UA. Alors, on a travaillé pour ça depuis 1963. Il y a l'OUA qui était le répondant de l'échelle africaine de l'ONU, mais on a changé, il y a des mutations, ça s'est mué en UA. Alors, ce qu'on constate, c'est que 70% du budget de l'UA provient de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine. Le bâtiment qui abrite à Addis Abeba, c'est les Chinois qui ont fait ça. Bon, on se demande, mais la main qui donne ordonne. La main qui donne ordonne. Est-ce que nous allons à une véritable unité africaine? Donc le rêve de Bob Marley reste demeure. On n'a pas encore atteint l'objectif visé, l'objectif souhaité, l'Union africaine. Ça reste toujours un chantier. Et ce panafricanisme voulu,
souhaité est parfois décrié par les populations. Il a suffi que le chef de l'État, Patrice Talon, amène quelques Rwandais, positionne à la TTT, à la NIP, et qu'on amène un Sénégalais à la douane, et qu'on aille en alliance avec les... En fait, je ne peux pas citer les Belges pour le port, ni les Français pour l'aéroport, mais je prends les communautés africaines. Et puis vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu autour. Or, si nous voulons bâtir une Union africaine réelle, nous devons pouvoir faire les échanges de compétences. Et nous devons abolir en fait les frontières. Or, il se fait évidemment que jusqu'à ce jour-ci, on n'a pas encore réussi. Et la vraie indépendance, au moment où on célébrait l'indépendance en 60, il y avait quand même des orientations qui pourraient nous permettre d'assumer notre véritable souveraineté. Si bien qu'en fait, les structures de dépendance qui existaient se sont muées et sont revenues encore après 60. Au point que la rupture est conjoncturelle avec une reproduction du sous-développement. Or, on aurait pu engager les pays africains sur de nouveaux chantiers avec des nouvelles options pour assumer leur souveraineté. Il a fallu les crises du Sahel pour que nous puissions développer de nouvelles options souverainistes. Vous avez vu avec des accords qui ont été rompus, d'autres accords qui ont été signés avec des partenaires de la Russie, et puis bon, tout ce que ça crée comme grabuge au sein de la communauté internationale. Oui. Donc, on a encore beaucoup à faire. Le message de Bob Marley, au-delà de tout ce que les gens disent, parce que le volet vapeur, ça ne m'intéresse pas trop, mais ce qui m'intéresse, c'est l'apport qualitatif de ce personnage à la dynamique qui est en cours au niveau du panafricanisme et au niveau de la souveraineté, de l'autonomie, de l'indépendance en fait des États africains et des Noirs, parce que c'est en fait une alliance avec nos frères qui ont été déportés, parce que vous avez vu, il a critiqué en fait la traite négrière, il a critiqué la colonisation, quand vous suivez son répertoire, et il a fait des options. Ces options auraient pu être mieux portées et que l'Afrique aurait gagné non seulement en maturité et qu'on aurait réussi à avoir un langage commun pour que l'unité africaine, Africa Must Unite, soit une véritable réalité et que le rêve qui est le nôtre, qui doit nous amener à parler d'une seule langue, d'un seul langage au niveau de la diplomatie, soit réel. Je crois qu'il faut que le 11 mai soit célébré autrement. Plutôt que de faire des manifestations, il faut que des réflexions scientifiques maintenant soient envisagées et que des travaux scientifiques soient conduits sur les apports, sur la richesse en fait du patrimoine laissé par Bob Marley. Je crois 11 mai 81, 11 mai 2023, ça doit faire 32 ans en fait, un peu plus, je crois. C'est comme ça, non? Un peu plus. Ça veut dire qu'on peut se réjouir de ce que, malgré sa disparition, il y a toujours ces idées qui, en fait, l'homme n'est pas mort. Ces idées continuent en fait de lui donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, c'est la nouvelle génération des panafricains. Oui. Donc l'option panafricaniste, et je profite pour saluer évidemment les grands débatteurs, mes amis de Afrique Média, cette presse qui a été disjonctée du bouquet Canal+, parce qu'on estime que les critiques sont si orageuses à l'endroit des puissances occidentales que ça ne fait pas bien. Ah, ça, vous en profitez pour lancer une pique, donc Bob Marley avec vapeur ou sans vapeur, comme il le dit. Regardons quelque peu la filiation de ce style musical aujourd'hui. En parlant des Rastas, on va dire celui qui peut-être tient la flamme, c'est le Tiken Jah Fakoly, qui a une musique très très revendicatrice, parfois intrusive, en tout cas qui on va dire, une griffe marque les dirigeants politiques à la culotte. Quel parallèle vous faites entre ces deux générations de musiciens qui partagent la même cause? Est-ce qu'on peut dire quand même que, même s'ils s'en revendiquent tous, qu'un Tiken Jah Fakoly, par exemple, porte la flamme assez bien? Oui, il le porte si bien. Et quand vous faites en fait le parallèle, vous vous rendez compte que ce que M. Attal dit en dernière position ne peut pas avoir lieu. Parce que les gens sont d'accord sur le principe. Ils veulent être des créanciers en fait d'un certain nombre d'idées, mais ils ne veulent pas être des débiteurs d'une certaine façon. Et c'est en cela, par exemple, que la musique de Tiken Jah Fakoly gêne des ranges. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est-à-dire,
Bob Marley est porteur d'une vision. Est-ce qu'on peut... Et cette vision-là ne plaît pas toujours à tout le monde. Même, en fait, chez lui en Jamaïque, même, en fait, dans l'espace africain, d'une certaine façon. Parce qu'en fait, il invitait beaucoup plus de responsabilités. Ce n'est pas comment je peux appeler ça? Bon, cette mobilité de compétences, c'est pas là. L'Union africaine, c'est pas là d'abord. Le premier volet, c'est que les gens puissent avoir une politique commune, d'accord, pour peser dans la géopolitique au plan international. C'est d'abord le premier défi. C'est pouvoir être fondamentalement ensemble, d'accord, porter les mêmes visions pour pouvoir peser. Je serais d'accord si, par exemple, entre le Bénin, le Sénégal, le Rwanda, il y avait, par exemple, cette grégaire-là qu'il y a entre le Congo et le Rwanda, pour dire que ça permettra quelque peu de pacifier les relations, qui serait gage de pouvoir porter, en fait, une vision globale ensemble, d'une certaine façon. Mais nous ne sommes pas dans cette condition-là. Et c'est la même chose aujourd'hui, d'une certaine façon. Est-ce que les gens, aujourd'hui, non, on a fait beaucoup de tables rondes, on a fait beaucoup, de conférences, de séminaires sur telle chose. D'accord, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Si la volonté politique ou bien les mêmes tares que nous avons depuis nos indépendances continuent de nous arriérer, nous ne pouvons pas. Nous aurions fait tous les tables rondes possibles, toutes les recommandations possibles, mais ça ne portera pas si au plan politique, nous n'acceptons pas, au même moment que nous acceptons en fait le crédit ou bien le crédit de ces revendications, si nous n'acceptons pas de nous l'inculquer nous-mêmes, parce que nous en sommes aussi les débiteurs. Donc, il faut au niveau, au plan africain, dans chaque État, commencer par faire preuve de responsabilité d'abord par rapport à ces revendications qui sont tous louables d'une certaine façon pour pouvoir espérer porter cela ensemble et plus haut. Donc, pour dire un peu, les nouvelles politiques, quand nous parlons de démocratie, de liberté et de droits de l'homme, bon, nous ne sommes pas encore, il faut le dire, en fait, les nouvelles perspectives aujourd'hui de la gouvernance ne sont plus trop favorables à ces choses-là. Je dirais même, ils étaient même mieux par le passé qu'aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est pourquoi je disais tantôt, il y a une certaine opinion qui ne plaît pas. Il y a une certaine musique qui ne plaît pas d'une certaine façon. Lorsque quand même, lorsque Tiken Jah Fakoly chante au truc là, gouvernement 20 ans en Côte d'Ivoire, vous pensez que ça plaît? Mais en fait, il porte en fait une certaine opinion. C'est la même chose d'une certaine façon. Et donc, véritablement, il faut en fait une certaine prise, je dis plus de conscience, non, c'est pas plus de conscience, mais seulement en fait les intérêts beaucoup plus politiques prennent le pas en fait sur ces visions-là que ces hommes ont portées et dont la mise en œuvre pourrait quand même nous permettre d'abord de pouvoir nous déterminer pour qu'ensemble au plan africain, nous portions cette vision de panafricanisme. Moi, je crois en fait que le discours que portent les deux personnels qui sont cités, c'est un discours satirique. Et la satire sociale, la satire politique, c'est indispensable. Ça permet aux acteurs, aux décideurs qui sont à la charge de se corriger. C'est une façon d'appeler à une meilleure gouvernance. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, ça ne devrait pas être... Nous ne sommes pas sentimentalistes. Il y a des messages qui sont bien perçus et qui doivent impacter des communautés. Et je crois que si ces messages sont perçus et sont reçus par des décideurs, je crois que ça doit pouvoir impacter la qualité de la gouvernance. Puisque en fait, le développement est tributaire de la qualité de la gouvernance. Et la stabilité des institutions est tributaire de la qualité de la gouvernance. Aujourd'hui, on trouve que le mal, en fait, la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays du Sahel et les pays côtiers n'est pas seulement lié à ce banditisme de clan et aux bandes organisées, les groupes organisés et armés. Là, il n'y a que des problèmes politiques qui sont à l'origine. Et les processus électoraux mal négociés sont aussi à l'origine. Les dissensions politiques entre les acteurs. C'est qu'il y a plusieurs bras qui sont soupçonnés dans cette affaire. Et si on améliorait la qualité de la gouvernance politique, parce que ça va aider à beaucoup de choses. Donc si vous estimez que 20 ans de prison et autres, là, je n'ai pas dit 20 ans de prison, je parle des mandats, oui, voilà. Non, mais en fait, pas des mandats. Non, mais ces condamnations qui sont... Non, je ne parle pas du fond. Je dois jouer un exemple pour dire okay, une musique comme ça, par exemple, ne va pas plaire.
Et c'est bien sûr en cela que, Oui. comment dire, parce que nous parlons de Tiken Jah Fakoly, il ne faut pas oublier, comment il s'appelle, Ras Bawa. Ras Bawa, non, je parle même de l'autre, anecdotique. je parle même de l'autre pionnier qui à un moment donné peut-être a changé de posture, comment dire, j'oublie son nom. Non, mais ce que vous dites est vrai Alpha parce Blondy. que... Alpha Blondy, voilà, Oui. qui à un moment donné, les autres quand même de clan l'accusent de partiser quelque peu d'une certaine façon, ou bien de trahir quelque peu le combat. Bon, parce que Tiken Jah Fakoly aussi a subi ça, parce qu'au moment du changement constitutionnel de Ouattara en Côte d'Ivoire, bon, il n'a pas... On l'avait trouvé moins revendicatif. qu'à l'accoutumée, donc tout le monde peut être victime de cela aussi. Je crois que ce que je dis est ceci, il faut que nous prenions en compte les messages qui sont délivrés par ces chanteurs. Ces messages visent essentiellement à nous aider à améliorer la qualité de la gouvernance. En fait, c'est des chanteurs qui se veulent être des porte-voix de la société. Parce qu'il y a la majorité silencieuse, des gens qui n'ont jamais accès à un micro, jamais accès à une télévision. Il faut bien des gens pour porter leur voix. Donc, au-delà du travail formidable que vous faites, vous qui êtes des journalistes, la presse, d'accord, tant mieux, mais qui portent la voix et qui ont parfois l'audace. Il y a des musiciens qui impactent davantage. J'en connais. Je sais que le président Sassou Nguesso est devenu ami de Kofi Olomide, parce que Kofi n'hésite pas à lui dire la vérité. Si, bah c'est ça, ils disent parce que je sais ce qu'il lui dit. Alors tant mieux. Depuis il a changé. Depuis il a changé de registre musical de cette façon, en fait, en termes de contenu, depuis qu'il est devenu son ami, les messages essentiels qu'il avait l'habitude de passer ne passaient plus. Ne passe plus. Bon, on va profiter pour attaquer le roi du Tchatcho qui était notre hôte il y a quelques temps. Voilà, merci beaucoup, Eloge Francis Attal, on va finir là-dessus. Jules Tomiti, merci. Peut-être, si notre réalisateur est inspiré, on va peut-être finir sur une note musicale. Je ne vous demanderai pas de choisir, sinon on ne s'entendra pas. Donc on va laisser au réalisateur le choix de nous faire sortir de ce débat par voilà,